Chers spectateurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre série podcast intitulé Le Retour au pays. Bonjour Dylan. Bonjour Armange. Et donc aujourd'hui un numéro consacré aux minorités et aux migrations, donc d'Irak. Donc nous allons parler des différentes communautés qui composent le pays très divers, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, et puis aux émigrations, aux déplacements alors internes et externes, donc les gens qui partent, quoi. Effectivement, et c'est un thème qui nous est cher puisque toi comme moi avons quitté le pays dans les années 90. On correspond à une vague d'émigration qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui ou d'il y a 10 ans. Et puis on a décidé de revenir. C'est pour ça qu'on est là pour parler de notre expérience, mais aussi de notre analyse de cette situation en Irak. Exactement, on est dans le thème et de la série podcast et pour ce qui nous concerne, nous sommes nous-mêmes français de par l'émigration que nos parents ont connue dans les années 90. Donc pour commencer, je te propose de regarder quelques extraits d'un documentaire produit par Kurdistan In et présenté par notre collègue Dida, qui a réalisé un documentaire avec nos équipes qui s'appelle Untold Stories, donc en anglais. Comment pourrait-on traduire ça? Donc disons les Histoire non dite. les histoires non dites, ouais, voilà. Nous n'aimons pas trop les anglicismes, donc, mais c'est le Faut mieux. titre, ouais, C'est ça, mais pour le coup, ça sonne mieux en anglais. Donc on va garder Untold Untold Stories. Untold, si on veut rester bien français. Bien franco-français. Voilà. Ouais. Donc on regarde un extrait et puis on se retrouve derrière. سوف أتكلم لكم عن قصتي وأنا كاهن في كنيسة الأرمن في بغداد. تنتهي الحرية عندما تتجاوزين على حرية الآخر. أنا كردي فيلي من بغداد، اسمي حسين قاسم، أحكي لكم عن قصتي. بيعاملوني كأنما أنا غريب عن هذا البلد. أنا أبونا آرام صباح بانو من أبرشية البصرة الكلدانية، وأحكي لكم هذه قصتي. تهجير الكثير من المسيحيين والصابئة والكردوفيليين وغيرهم والشبك وغيرهم تم تهجيرهم. لو كانوا موجودين كان عندهم تمثيل أكثر في البرلمان العراقي. نابي من نيرجزا أشغل كشنقالي ما أزيد كيلو باخوش ورا بيج. هي قطع خانيتي ذا. هي قطع خانيتي ذا قطع خانيتي كردية. من رانس كوهين تشيروكي جاني عيني قومتان بودا جرمال لكردستان دا. اما كالكردستان دا جين هرشي مدني مان لسرني هرشي سياسي مان لسرني. چونکه اما نتويكي هم نتوين وهم عيني جوين لكردستان دا كوارزان كعيني جو كهرشي بو عيني كاني تر لكردستان دا. من هاوارم تشيروكي قومتان بودا جرمال. هل سرتاي دروزبوني دولة العراق بإسلام حساب كراوين وەکو ئاین ناومان نەهاتووە لە دەستورەکان یەک بە دوایەکی ڕژێمەکانی عێراق لە سەردەمی مەلیکیوە تاوەکو ئەمڕۆ. Voilà, Untold Stories, donc notre documentaire produit par Kurdistan In. Donc comme vous avez pu le voir dans ces extraits-là, dans ce qui est un petit peu le trailer de la bande-annonce de ce documentaire, donc on parle de différentes minorités d'Irak, donc notamment les Arméniens, les Chaldéens, surtout du sud, parce que disons que dans la région du Kurdistan, ils sont... Alors on parlera, est-ce que c'est minoritaire, qu'est-ce qu'être minoritaire? Donc les Chaldéens, les Kurdes Faïli, les Yazidis, les Juifs qui en réalité ne sont plus là, hein, qui ont quitté le pays, malheureusement dans les années 50-60, les Kakaï et d'autres. Donc on va vous mettre le lien
pouvoir regarder cette. Donc, c'est une série de documentaires, chaque épisode étant consacré à une de ces communautés, Ouais. voilà, qui fait un petit peu un bilan après 100 ans d'existence du pays, de ce qui arrive à ces populations, comment ont-elles vécu ces 100 années. Donc, Dylan, pour en revenir à notre sujet, donc les minorités et les migrations, d'abord, qu'est-ce qu'une minorité et est-ce que toi, tu te considères comme étant membre d'une minorité dans ce Ouais. pays? C'est très intéressant, effectivement, et après, je vais te retourner la question, puisque la question se pose aussi pour toi d'une manière différente. Est-ce que je me sens minorité? Ben, j'ai envie de te dire que non, pas tant que ça. Alors, en vrai, oui, je le suis en termes de. Je ne fais pas partie de la population majoritaire, ni de la religion majoritaire, mais dans le même temps, je me sens pleinement appartenir à ce territoire. Alors, quelle que soit l'échelle qu'on souhaite retenir. Alors, si on retient l'échelle de mon village de naissance, on va dire, c'est Ankawa. Ma ville de naissance, ça va être Erbil. Alors, à Ankawa, je fais partie de la population majoritaire, effectivement. Mais si tu prends ensuite Erbil, c'est déjà beaucoup plus nuancé. Ensuite, si on prend la région autonome du Kurdistan, là, je deviens tout de suite beaucoup plus minoritaire, même si on est assez présent ici, et historiquement beaucoup plus, bien sûr. Et à l'échelle de l'Irak, effectivement, aujourd'hui, on est une goutte d'eau sur les 45 millions d'habitants de l'Irak. Mais j'aime pas trop, disons, ce terme de minorité. Je ne me sens pas particulièrement différent des autres. Alors, disons qu'on a chacun nos spécificités, chacun a sa religion, chacun a sa langue. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est tous unis par une histoire commune sur ce territoire. Et là encore, comme on l'a dit, selon l'échelle que l'on souhaite retenir en termes de territoire. Donc ça peut être tout le Moyen-Orient, la Mésopotamie, l'Irak actuel, le Kurdistan. Certains vont avoir une approche plus historique. On va parler de l'Empire assyrien, de l'époque assyrienne, donc pour ces gens-là. Et puis tu as plein d'autres nuances, hein. Les différents empires qui sont passés par ici, même l'Empire ottoman, pour peut-être certaines communautés, disons, pas minorités, mais communautés turkmènes ici d'Irak. Donc, je ne me sens pas vraiment en minorité, et on va en discuter aussi sur ce qu'est une minorité, est-ce que c'est purement mathématique ou pas, mais non, je me sens pleinement appartenir à cette société, peu importe comment tu veux l'appeler. Moi, ça me va, quels que soient les noms qu'on lui donne, tout me va. Disons que je ne me... en un anglicisme encore, mais mon focus n'est pas sur cette question finalement. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais toi, alors, ouais. tu es... Ouais, tu es... Intéressant comme réponse. Oui, alors, quand on parle de minorité, on entend bien sûr démographique, donc Oui. on parle de chiffres, de nombres. On ne peut pas le réfuter, ça. Clairement, Ouais, voilà, ouais, ça c'est mathématique. Donc en Irak, Ouais. les Arabes sont majoritaires. C'est ça. Et du coup, toi qui es kurde, au Kurdistan, tu es effectivement majoritaire, enfin dans la population majoritaire. Oui. Après, ça dépend si tu veux prendre des nuances au sein de la population kurde, entre les Badini, Kurmanji, Sorani, enfin les différentes Alors, on peut toujours, voilà, ethno-linguistiques, ce que tu veux, qui composent la société kurde. Mais à l'échelle de l'Irak, tu es minoritaire, comme tu l'as dit, puisque la population est principalement arabe. Donc du coup, toi, comment tu te... voilà, Oh, donc ouais. comme tu le dis, ça dépend les échelles qu'on prend, les communautés qu'on va définir. Alors par exemple, est-ce que, je sais pas, on pourrait prendre d'autres critères. Est-ce que les Roux et les Ça. Roux, par exemple, là, il y aurait une énorme minorité de Roux en Irak, Oui. par exemple. Là, ça serait complètement infime. Mm. Mais donc, disons pour définir un petit peu le thème et le sujet, quand on parle de minorité ici aujourd'hui, on fait référence aux communautés, donc qu'elles soient nationales, religieuses, ethniques. Donc, ça dépend aussi comment chaque communauté se définit. Oui. En Irak, par exemple, donc on dit oui, les Arabes sont majoritaires, c'est vrai, mais ils se définissent très souvent, on en a parlé dans d'autres épisodes et on va en parler encore, comme chiites ou sunnites peut-être, Également. par exemple. Voilà, donc ça se voit notamment dans les votes, dans le système institutionnel irakien, la répartition des pouvoirs. Donc à ce moment-là, les sunnites sont minoritaires.
Alors qu'ils font partie de la Effectivement, oui. communauté arabe majoritaire, donc communauté Ouais. nationale ou ethnique majoritaire. Donc les sunnites se retrouvent en position de minorité par rapport à leur religion, ou en tout cas à leur, Leur appartenance à leur religieuse, appartenance ouais, en religieuse. comparaison aux autres. Ouais. Donc moi, à titre personnel, en tant que Kurde en Irak, oui, on est minoritaire. Ouais. On est minoritaire. Je pense que le cas est un peu différent des Kurdes parce que depuis 91, il y a une il y a une autonomie de fait en 91 jusqu'à Ouais. 2003, une autonomie en droit puisque la région autonome du Kurdistan est reconnue par la Constitution de 2005. Ouais. Donc à l'intérieur de la région, non, on n'est pas, on fait partie Évidemment. de la population, en tout cas du groupe majoritaire. Mais est-ce que toi, tu te sens minoritaire ou majoritaire, ou alors c'est une question qui finalement ne te traverse pas l'esprit au quotidien? Si. Alors pas au quotidien, parce que Ouais. comme je le disais, dans la région du Kurdistan, non, je me sens pas minoritaire. Ouais. Puis les divisions à l'intérieur de la région du Kurdistan ne sont pas sur le fait ethnique ou religieux, où elles sont plutôt partisanes. Ça va être Effectivement. plutôt ça, pardon, la société kurde, tu le sais, toi par exemple, c'est plutôt des divisions partisanes. Alors bien sûr, il y a toutes les communautés Oui. historiques qui sont présentes, il y a différentes religions et tout, mais le problème n'est pas forcément là. Oui. Ça va être des divisions plutôt entre, par exemple, la région UPK, PDK et les autres différents partis politiques. Ça va être plutôt ça qui va un petit peu Ouais. diviser les gens. Et puis tu as des histoires territoriales un peu différentes Les aussi. histoires territoriales, Les gens des plaines et des montagnes, les gens voilà, plus les gens proches des de plaines, l'Iran. les gens- Exactement, ouais. Mhm. exactement. Donc il y a tout cela. Concernant l'Irak, moi j'ai toujours vécu dans la région du Kurdistan depuis que je suis Oui. ici. Je suis allé quelques fois dans d'autres régions d'Irak, mais je suis pas beaucoup resté. Je me sens pas minoritaire, je me sens extérieur. D'accord. On a notre vie ici, nos institutions, notre quotidien, les problèmes Mhm. locaux. Et avec le reste du pays, c'est presque un rapport, comment dirais-je, Distancié peut-être, en fait. distancié, Ouais, ouais. à un pays étranger. En Ouais. fait, il y a des institutions, disons, fédérales qui Ouais. sont juridiquement au-dessus, Mhm. mais ils n'occupent pas militairement la région. Donc, c'est presque des rapports à un pays tierce, Ouais, étranger, je comprends. à des voisins. Voilà, on les voit Ouais. comme des voisins. Moi, en tout cas, c'est ma Oui, vision. du fait de la grande autonomie du pays, et c'est comme certains, disons, nationalistes québécois qui ressentiraient la même chose à l'égard du Canada. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que depuis les années 2000, l'identité kurde est très présente en Irak, officiellement, administrativement. Mm. Donc on voit sur les passeports, sur les cartes d'identité, tout le monde en Irak. Alors, officiellement, il y a deux langues. Dans la Constitution, il y a deux langues officielles officiellement reconnues en Irak. administrativement, et Mais c'est sur le papier, ça. ensuite d'autres langues reconnues Voilà. qui vont être adaptées localement dans l'éducation, les tout ça. écoles. Voilà, dans l'enseignement. Et ce qui me pas qui me fascine, mais que je trouve intéressant, c'est je prends ma carte d'identité irakienne, la nouvelle, c'est écrit en kurde et en arabe partout. Même si tu es un arabe de Bassora qui n'a jamais mis les pieds au Kurdistan, tu as cette présence kurde partout dans le pays. Donc, dans le même temps, je trouve ça intéressant d'avoir cette présence kurde principalement au nord, mais aussi on comprend que il y a un lien, même si il est distancié pour beaucoup, mais le lien a existé. On peut parler de la présence kurde à Bagdad, par exemple, à Mossoul, donc en dehors de ce qui est aujourd'hui la région autonome du Kurdistan. Donc voilà, il y a des nuances, ça va dépendre des gens. Et on parlait dans un autre épisode on avait un témoignage d'un Kurde de Bagdad, et lui, il se sent très irakien. Il est complètement kurde, et il se sent en même temps très irakien, puisqu'il a grandi à Bagdad, aux côtés de communautés très diverses. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, d'avoir cette trajectoire unique pour chacun, un rapport. Ouais, bien sûr. Aussi les spécificités locales. Une ville comme Bagdad, de toute manière, ça a toujours été Un melting pot, oui, bien un sûr. melting Ouais. pot, Ouais. Bagdad, Mossoul aussi. Oui, Bassora absolument. peut-être un peu moins. Kirkuk avec plus de tension, mais Kirkuk aussi. Kirkuk, voilà, Ouais. qui cristallise un petit peu les tensions. C'est ça. Et Et puis même Erbil, en fait, à une époque, aujourd'hui, c'est Encore aujourd'hui, très hein. principalement kurde. Aujourd'hui, ça s'est rediversifié, disons. Très, très divers, ouais. C'est ça. Mais si tu prends Erbil, il y a
pas très longtemps, quelques décennies, quelques siècles, tu avais des Kurdes, bien sûr, mais aussi énormément d'Assyriens, énormément de Juifs, énormément de Turkmènes, tout ça, ne serait-ce qu'autour de la citadelle, dans la citadelle et autour. Oui. Donc c'est intéressant de comprendre Dans les centres les urbains, en nuances. général, il y a- Effectivement, les villages vont être beaucoup plus, comment dire, vont comprendre une communauté Oui. en leur sein, et, ça va être, et du coup, ça peut même provoquer des tensions entre villages dans les campagnes. Ça, on a pu le voir par le passé, et, Oui. et aujourd'hui encore d'ailleurs, Oui, oui, dans oui, oui. certaines régions. Aujourd'hui encore, oui, alors là, c'est intracommunautaire d'ailleurs, très Oui. souvent, c'est voilà, des problèmes de village à village, peut-être de tribu à tribu, parfois, c'est encore des choses qui arrivent. C'est ça, il y a une lecture qui peut être aussi tribale parfois des événements, qui n'est pas forcément confessionnelle ou communautaire, mais qui est simplement tribale sur des choses très pratiques, des Ouais. terres, des héritages, voilà. Ben, parce qu'on est on est dans une région où il n'y a pas de tradition étatique forte, Ouais. d'identité forte. C'est un pays de création récente artificielle et de création étrangère. Donc les gens vont s'identifier à d'autres choses. Donc Ouais. pour ce qui est des Kurdes, par exemple, ils sont sunnites en majorité, les Kurdes, il faut savoir, mais ils s'identifient pas en tant que chiites, sunnites, ou il y a d'autres communautés religieuses parmi les Kurdes, mais ça va plutôt être le sentiment nationaliste qui va prédominer. Ils vont se prédéfinir par rapport à leur appartenance nationale et pas religieuse. Les chiites vont plutôt se définir en tant que... Alors, ils ont pas été... Ils sont majoritaires, mais par rapport à leur confession, par rapport aussi à leur histoire, à ce qu'ils ont vécu dans ce pays. Et donc, chacune des communautés va aussi peut-être se définir, chaque individu, selon son rapport à un moment donné avec l'État central. Avec ce qui l'entoure, effectivement. Avec ce qui l'entoure, ce qui l'endure, voilà. Effectivement, des événements tu as politiques. pris l'exemple très intéressant des chiites, ou même des sunnites, des arabes en général, qui ne vont pas forcément revendiquer leur arabité, parce qu'en fait, c'est la norme, c'est la Oui, ça norme va de soi. Voilà, ils majoritaire. sont, Alors que le kurde, l'assyrien ou d'autres minorités ont presque besoin de revendiquer par compensation bien sûr. du fait d'être minoritaire et d'être menacé. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut L'exemple des avoir. chrétiens dont tu peux parler, alors C'est ça. Chrétiens confondus, alors il y a bien sûr les Chaldéens, les Assyriens, les Mondéens, les Arméniens, mais il y a étant minoritaire et depuis pas mal de temps très menacé aussi dans beaucoup de parties du pays, il y a d'autant plus un attachement à cette identité qui va être pour le coup religieuse. C'est ça. Et Parce qu'il y a peut-être un sentiment aussi voilà, de danger, oui. Et puis il y a eu un mélange en fait au fil des siècles entre l'identité ethnique et l'identité religieuse, ou à un moment où en fait on se posait pas forcément la question. Quand on parle, moi, mes grands-mères, quand elles parlent en araméen ou en syriaque, elles se posent pas la question de comment on se définit. En fait, elles savent ce qu'on est, d'où on vient, quelle religion on pratique et quelle langue on parle. Et voilà, c'est comme les mathématiques, tu vois, tu peux être très bon en mathématiques, mais pas forcément savoir définir ce que sont les mathématiques. Ouais. Et ben c'est pareil pour l'ethnicité. Et donc pour les chrétiens, il y a souvent eu, il y a eu un mélange, comme les juifs aussi avant, une identité ethno-religieuse. C'est-à-dire que quand tu dis juif, c'est ethnique et religieux à la fois. Et donc chez les chrétiens, pour beaucoup de chrétiens, ça a été le cas, mais pas toujours. On a eu, notamment à partir des années 50, un grand mouvement de regain de l'identité assyrienne. Et donc il y a l'identité assyrienne qui aujourd'hui est confondue par exemple avec l'église assyrienne, et ensuite l'identité assyrienne qui va être plus large, qui comprend tous les chrétiens araméanophones de ce territoire qui est le nord de la Mésopotamie et qui va jusqu'à la Syrie, l'Iran et le sud, l'est de la Turquie. Donc même ça évolue. À l'empire assyrien, au peuple assyrien de l'Antiquité. Entre autres, et surtout en référence à nos zones de peuplement d'aujourd'hui encore, et il y a quelques décennies où c'était beaucoup plus présent. Donc toi, par exemple, ton territoire d'origine ici au Kurdistan était un des territoires où on avait énormément d'Assyriens pendant des siècles et des siècles. Et alors, c'est ça. Et aujourd'hui, donc depuis le christianisme, évidemment, cette identité ethnique s'est mélangée avec une identité religieuse, qui est donc le christianisme. Mais avant ça,
les Assyriens, évidemment, n'étaient pas chrétiens, le christianisme n'existait pas, D'accord. mais avaient leur identité, on régnait une partie Ça fait partie, sur une. on parlait souvent du fait qu'on est un carrefour des civilisations, Exactement, des empires, sur le passage de tous les envahisseurs qui sont passés. c'est ça. Donc voilà, les Assyriens, vieux peuple de la région, Oui, qui voient arriver donc les Mèdes, les Perses, plus tard les Arabes, c'est ça. puis les Mongols, les Mm. Turco-Mongols. Oui, alors il y a eu des invasions, effectivement, Et comme les Mongols, et il y a eu des échanges aussi. voilà, et puis alors il y a des peuples qui se sont installés, et puis Oui, on a d'autres qui ont les Mongols se sont pas beaucoup installés dans la région, ouais. par exemple. Mais ils ont beaucoup C'est pas détruit. une alors ils ont beaucoup détruit, ils ont Ouais, beaucoup massacré, violé, pillé, etc. ouais, Mais il n'y a pas eu de comment dire, c'était pas une colonisation de peuplement. ouais, C'était voilà, l'envahisseur, le suzerain, etc. exactement. Mais dans d'autres régions, en Turquie par exemple, les peuples, les Turcs qui sont aujourd'hui majoritaires, la turcicité, là pour le coup les Turcs se sont installés dans la Oui, région, sont devenus majoritaires même. c'est ça. Et il y a beaucoup de régions où il y a encore, à la fin de l'Empire ottoman par exemple, les régions helléniques, on trouve plus de Grecs par exemple, ou Exactement. d'Arméniens, Ouais, ou peut-être les Assyro-Chaldéens aussi ont beaucoup tiédu en effectivement. Turquie. Et alors, en ce moment, on se souvient, disons, du début du génocide, alors qu'on appelle le génocide arménien, mais qui en réalité était un peu Ouais, il y a plus eu le large que massacre ça. un peu de toutes les C'est communautés, c'est ça, donc ça selon les visait régions. tous les chrétiens de l'est de l'Anatolie principalement, mais en fait, ça allait un peu au-delà. Et donc, c'était principalement des Arméniens, mais pas seulement. Tu as les Grecs, comme tu l'as dit, et les Assyro-Chaldéens, Syriaques de cette région. Et donc, tu as toute la région de Diyarbakir, Ahmed en kurde et en Ouais. araméen, qu'on appelle Ahmed, et de Mardin, de toute cette partie-là, jusqu'à à peu près le début de ce qui est ensuite devenu l'Irak. Donc tu as le gouvernement des jeunes turcs à l'époque qui a tué à peu près 3 millions de chrétiens de cette région. Et à l'époque, ça correspond, alors selon les estimations, à 50 à 70 ou 80% alors selon les territoires bien sûr, mais de la population chrétienne de cet espace géographique. Donc, Ouais. il faut imaginer l'impact que ça a aujourd'hui encore. Tu Ah, bien sûr. imagines 3 millions d'ancêtres en plus. Et donc, toute la, la région aurait Ça a été un changé. visage différent complètement. Et pour en revenir à l'histoire plus contemporaine, et si on revient sur l'Irak uniquement, en 2003, on avait 1,5 million de chrétiens. Alors, c'est une estimation, mais qui est quand même assez pertinente. Réaliste, ouais. Assez réaliste, effectivement. 1,5 million de chrétiens en 2003 et aujourd'hui, en 2024, les estimations les plus précises rapportent 150 000 à peu près chrétiens sur tout le territoire irakien. Et donc Donc division par 10. c'est ça, on a perdu 90% de notre population en seulement 20 ans. Donc c'est absolument dramatique. On parlait aussi des autres populations. Les Juifs ont quasiment disparu, tu l'as Ouais, dit on a tout à l'heure. ouais, Juifs, alors les Juifs ont été expulsés C'est ça, ont été d'Irak expulsés après la dans les années création d'Israël. 50. Voilà, c'est ça. Et puis on a d'autres minorités, du coup, d'autres communautés, les Mandéens, qui sont à peu près 3000 aujourd'hui sur tout le pays. Alors ils étaient déjà très peu, mais leur extinction est quasiment acquise aujourd'hui. Ça va être très très difficile de maintenir cette population à l'avenir. Et ensuite, bon, tu as les Yézidis qui sont encore ici, mais qui ont subi Alors qu'ils sont de déplacés, plein fouet. pour le coup, alors ils ont quitté leur territoire, pour ceux du Sinjar, je parle, hein, parce que les Yézidis, on a un petit peu partout aussi. Oui, Il n'y a pas que le Sinjar, mais ceux du Sinjar, après 2014 et les attaques et les massacres de Daesh, ils sont encore aujourd'hui dans la région autonome du oui, Kurdistan. Et ils ne peuvent pas, pour la très grande majorité, ils sont encore dans des camps de ouais, déplacés ou dans les villes, mais ils ne peuvent pas retourner sur leur territoire. C'était quand même 600 000, hein, je crois, les Yézidis du Sinjar qui avaient fui et qui oui. s'étaient installés ici. Et qui ont subi Et de qui plein sont fouet, en encore, fait, l'arrivée oui, de on parle l'organisation de des islamiques. génocide, ouais. C'est ça, systématique. Effectivement. Et ensuite, bon, on a d'autres communautés. Donc, on parlait des Faylis, et ça, c'est intéressant. C'est des Les chiites, Kurdes donc Faylis. minoritaires au sein d'une population elle-même minoritaire au sein de la population Ouais, irakienne. les Donc, Kurdes Faylis. Kurdes Faylis, c'est Alors les Kurdes Faylis, c'est des Kurdes qui sont installés depuis très très longtemps dans les régions de Bagdad et à Bagdad. Ils sont minoritaires parce que Kurdes,
chiites, je crois, en plus. Ils sont chiites, mais du coup majoritaires chez les chiites, mais minoritaires chez les Kurdes. Minoritaires chez les Kurdes, parce que les Kurdes sont à majorité sunnite. Avec la guerre Iran-Irak, alors ils ont deux points faibles, c'est qu'ils sont kurdes et chiites, donc le régime s'en méfie comme de la peste et les Exactement. accuse de collaboration avec l'ennemi. Et donc ils vont être privés de leur nationalité, ils vont être massacrés d'abord, pour beaucoup. Privés pour ceux qui restent de leur nationalité, expulsés vers l'Iran, par exemple. Ouais, c'est Et ça. à partir de 2003, ils ont pu un petit peu commencer à récupérer pas forcément leurs biens, mais au moins leur passeport Exactement. irakien. Et alors, effectivement, le thème aujourd'hui est minorité. On a compris que c'était beaucoup plus nuancé qu'on l'imagine. Et migration, puisque beaucoup de ces minorités, tu as parlé des Félis qui ont été expulsés, qui ont été... Eh oui. euh, Migration, c'est les conséquences. c'est- Alors, pas c'est ça. forcément du fait d'être minoritaire, mais de tout ce de toutes les crises que traverse le pays depuis sa création. Et à chaque fois, bon, qu'il y a des vagues de migration, et forcément, c'est ça. les populations les plus vulnérables, les plus Les moins minoritaires, dominantes, finalement, en voilà, les fait. moins C'est ça. C'est dominantes, politiquement, qui ne sont pas en position de domination, vont euh, quitter le pays, vont malheureusement. être en première ligne. On a un exemple de quelqu'un qui est né aux États-Unis, de parents irakiens, assyriens, qui ont quitté le pays dans les années 80. Donc. De la région de Bassora, je crois. C'est ça, qui était à Bassora à l'époque, mais en fait, leur territoire d'origine est dans ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien. D'accord. On a un gros déplacement de population vers Bassora pour des raisons économiques, Oui, parce du pétrole, tout simplement. Alors, il faut savoir que depuis la création du pays, il y a des révoltes quasi permanentes dans les régions du Kurdistan. Donc, beaucoup de gens sont partis de toutes les communautés, d'ailleurs, ont quitté les territoires du Kurdistan pour s'installer ailleurs en Irak, notamment dans les grandes villes, pour travailler tout simplement. Exactement. Donc, faire les combats. on écoute son témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une revenante, comme toi et moi, avec une perspective un petit peu différente. Nous, on a notre côté français, elle a son côté américain. Et ils ont là-bas notamment développé une sorte de nationalisme peut-être plus important qu'ici. Voilà, nationalisme dans l'exil. Et on le voit dans beaucoup de communautés, notamment les Kurdes de France ou d'Allemagne. Alors ça a été plus contingent avec ici, mais notre diaspora assyrienne, chaldéenne, syriaque, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, est très intéressante pour avoir développé ça. Et c'est une très ancienne migration. On écoute donc son témoignage et on revient juste après. Hello, yes, my name is Susan Yonan. I am a Syrian returnee, a part of, let's say, the reverse migration, as we call it. I was born and raised outside of the country. My parents left Basra in 1981. My mother was pregnant with me at the time, and I was born in Athens, Greece. And then at 1 year old, we were on to America, where I was raised. I always felt a very deep connection to my homeland because I grew up in a very nationalistic household, growing up with my parents and aunts and uncles all telling me about the country, about our traditions, about our history, about what our nation has been through. So I always felt a deep connection to a place I had never seen. I took the chance in 2008 for the first time to visit. My parents and my sisters have never returned, so I was the only one not born in the homeland that decided to return. And in 2008 was really a life-changing moment for me because it's the first time I felt home, even though it's a home that I never knew. So yeah, in 2008, I came during Akitu time, during our New Year's festival, and we decided to create a trip, an annual trip, an official one, which is called Gishru, which means bridge. So that was established in 2012. And, that trip organizes and conducts humanitarian and educational trips for, Assyrians born in the diaspora. Donc, on vient d'écouter le témoignage de Suzy, qui est née en Californie et qui est revenue ici. Elle l'explique pour la première fois en 2008. Ouais. Et ce qu'elle dit, qui est intéressant, c'est que c'était sa première visite. Ses parents, sa fratrie étaient tous nés en Irak avant de quitter le pays. Et elle s'est sentie chez elle en arrivant ici pour la première fois.
pourtant, elle ne connaissait pas grand-chose et les gens ne l'ont pas forcément incité à venir, mais elle avait envie de se reconnecter. Et alors, rapidement, elle a voulu revenir et ramener plus de gens avec elle. Donc, des gens comme elle, de sa communauté aux États-Unis, en Californie. Et ils ont créé une organisation qui s'appelle Gishro. Gishro, ça veut dire pont en araméen. Et donc, depuis, tous les ans, ils amènent des jeunes de plus en plus nombreux. Cette année, ils étaient à peu près 70 à venir visiter leur pays pour la première fois. Et c'est ça qui est intéressant, et on voit la même chose chez les Kurdes, c'est que parmi ces 70, alors la majorité venait de ce qui est aujourd'hui l'Irak, mais beaucoup sont originaires du nord-est de la Syrie, de l'est de la Turquie ou d'Iran, et notamment de Urmia, où on a une très grosse communauté assyro-chaldéenne originaire de là-bas. Et donc, l'idée qu'elle développe, c'est on a envie de préserver notre identité, pas uniquement religieuse, mais aussi ethnique. Oui. Et voilà, c'est là qu'on est dans cette complexité, disons, de l'identité qui n'est pas uniquement religieuse, comme beaucoup peuvent le comprendre ici. Et les Kurdes ont cette question, tu l'as dit, qui est très importante pour les Kurdes, la question de l'identité ethnique plus que religieuse. Et voilà, aujourd'hui, elle est là, elle vit ici depuis 2017. Elle a fait le choix courageux, comme toi, comme moi, de venir s'installer ici, dans un pays qu'elle n'a pas connu dans sa jeunesse. Et elle vit ici, elle travaille ici. Elle dirige maintenant une ONG, l'antenne irakienne d'une ONG internationale. Et ce qu'elle veut, c'est maintenir cette diversité. Donc, évidemment, l'identité de sa communauté assyrienne, mais pour maintenir à l'échelle plus large la diversité de ce territoire. Du territoire entier. Ouais. Oui, donc finalement, si elle réussit à venir s'installer dans un pays qu'elle n'a jamais connu, qui est le sien, donc, pays d'origine ou celui de ses parents, donc elle arrive en 2008 pour la première fois, elle a déjà un certain âge. Première visite, ouais. Donc on en vient à comment garder cette diversité, et comment garder son identité, faire perdurer une identité quand on est à l'étranger, qu'on vit à l'étranger, qu'on grandit à l'étranger. Alors son cas est un petit peu différent du nôtre parce que nous, on avait la chance de faire des voyages, même durant notre enfance, peut-être de parler la langue à la maison aussi, donc dans le privé. Parce qu'en France, c'est quand même différent des États-Unis. On doit aussi s'assimiler et s'intégrer. Donc ça reste dans le domaine du privé, ça. On n'a pas de revendications. Exactement. Voilà, mais dans le même temps, ça nous permet de maintenir une forme d'identité plus, alors j'aime pas trop ce terme, mais plus authentique. C'est-à-dire qu'on est complètement français et en même temps, on peut être complètement kurde, irakien, assyrien, chaldéen. Et alors qu'aux États-Unis, ils ont une autre question qui est la facilité de l'anglais, parce qu'ils parlent anglais et on voit ça dans la plupart des pays anglophones. Il faut une volonté très forte pour maintenir sa langue d'origine, parce qu'on a toujours la facilité de parler anglais avec tout le monde, puisque tout le monde parle anglais. Donc, il y a cette question qui se pose aussi pour ces diasporas, toutes les diasporas dans les pays anglophones. Les pays nordiques et anglophones, système communautariste, etc. C'est ça qui est un peu différent. Alors, peut-être que c'est très chauvin ou franco-français de dire ça, mais je trouve que le système français permet plus et de s'intégrer à la si on le veut, bien sûr. Hein, ceux qui ne le veulent pas, ils ne le feront pas. Mais si on veut s'intégrer ou s'assimiler, c'est plus simple, et tout en gardant son identité, sa pratique religieuse, sa langue d'origine, etc. Dans le cadre du privé. Effectivement, on est peut-être biaisé, mais on pense quand même que c'est un bon système. Mais effectivement, c'est un bon système. C'est ça. Et donc, c'est difficile de garder cette identité, de la maintenir, de l'entretenir sans cette connexion à la terre. Oui, effectivement. Et donc aujourd'hui... c'est une initiative de faire revenir des jeunes. Exactement. Et alors justement, ça pose la question... Peut-être que ça leur évite aussi de fantasmer. Exactement. C'est ça. C'est le risque de toute diaspora, en fait, d'amplifier des choses, de se penser plus authentique ou plus royaliste que le roi. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de diasporas, même en France ou un peu partout. Et donc ça pose peut-être cette ouverture qu'on peut avoir aujourd'hui dans cet épisode. C'est comment peut-on maintenir cette diversité? C'est ce qu'elle mentionne dans son message. Comment peut-on maintenir la diversité du pays malgré l'émigration massive, alors bien sûr de l'ensemble de la population irakienne, mais il y a celle qui a plus... les communautés. Évidemment, mais celle qui a le plus d'impact, c'est
celle où la communauté restée sur place est en voie de disparition. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses sur le maintien de cette diversité, alors que ce soit au sein du Kurdistan irakien ou dans l'ensemble de l'Irak. C'est dû de toute manière. Alors, il faut savoir que pour ce qui concerne par exemple les minorités chrétiennes, par exemple d'Irak, beaucoup sont d'abord venus s'installer ici. Donc c'est la stabilité aussi politique, la sécurité, la stabilité politique, la prospérité économique qui fait que les gens ne vont pas partir. Et donc forcément, dans un pays à feu et à sang et dans le chaos, là, surtout quand on est, comme tu disais, en position de faiblesse, de minorité, ne pas pouvoir se défendre dans le chaos total, ceux qui vont être en première ligne et qui vont être les plus menacés sont ces populations-là qui vont partir. Donc ça dépendra aussi du contexte toujours global du pays, de son état de délabrement. Effectivement, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'initiatives comme ces retours de visiteurs, mais aussi cette institutionnelle, sécuritaire, économique dans l'ensemble du pays. Ça va être très difficile. On parlera dans un autre épisode du cas de la région autonome, qui pendant des décennies en fait a été une zone d'émigration où les gens partaient, que ce soit dans le reste de l'Irak ou pour quitter le pays et partir à l'extérieur, à l'étranger. Depuis 3 décennies, c'est le contraire. Il y a justement du fait de cette stabilité politique, sécuritaire, un minimum économique, bien sûr. qui fait que les gens peuvent s'installer et vivre ici. Donc s'il y a un message à retenir, c'est plus on a de stabilité, plus les gens vont rester, voire revenir quand la stabilité entraîne la prospérité. Exactement. Donc ce sera le message, le dernier message pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Dylan. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Retour au pays. Merci Armand, je dis à bientôt. À bientôt.